Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres de ce vendredi 27 janvier, un week-end politique en perspective avec le second tour des primaires pour la gauche. On est allé prendre la température chez les soutiens des deux candidats. Il tue tous les ans plus d'1 millier de femmes le cancer du col de l'utérus. En Indre-et-Loire, un nouveau test est expérimenté depuis quelques années, l'autoprélèvement, une option supplémentaire de dépistage. Il fête ses 170 ans cette année. Le pont de fil de Tours subit actuellement quelques petits contrôles de routine. L'occasion pour nous de revenir sur son histoire. J-3 avant le second tour des primaires de la gauche. En lice, deux hommes, Benoît Hamon et Manuel Valls. Pour les soutiens des deux candidats en Indre-et-Loire, rien n'est encore joué. D'un côté, on défend et on croit en une gauche nouvelle génération. Pour les valsistes, on compte sur une forte mobilisation des militants PS absents du premier tour des primaires pour peser dans la balance. Romain Delville. À la gare ce matin, devant les cinémas studios, en fin d'après-midi, les soutiens de Benoît Hamon distribuent leur dernier tract. Pour eux, la dynamique avec la première place dimanche dernier, le soutien d'Arnaud Montebourg, mais quelque peu mécontents que leurs concurrents parlent du projet Hamon comme d'un projet irréalisable. Il ne faut pas confondre le réalisme et la résignation et la responsabilité et le renoncement. Et je pense que porter un espoir et porter un projet pour demain, c'est donner un horizon et c'est permettre d'avancer et de faire des projets pour la jeunesse notamment. Je pense à la première étape du revenu universel. C'est faire des projets aussi pour la sécurité. Je pense au renforcement de la police de proximité et aussi à la légalisation du cannabis qui permettra de détruire les trafics dans les quartiers. Dans le camp d'en face, celui de Manuel Valls, on espère une forte mobilisation des sociodémocrates pour renverser la vapeur et la participation de nouveaux votants, y compris hors parti, pour soutenir ce que les valsistes appellent la gauche de gouvernement. Aujourd'hui, pour Manuel Valls, l'important, c'est d'essayer de faire venir aux urnes 200 à 300 000 personnes qui ne sont pas venues au premier tour. Au-delà même de l'élection présidentielle, c'est important que le Parti socialiste reste un parti de gouvernement, un parti qui a vocation à faire l'alternance avec la droite et ne pas se renfermer, je dirais, dans une gauche contestataire. Une primaire, c'est une opportunité démocratique pour choisir un candidat, pas la meilleure méthode pour assembler son camp. Et le Parti socialiste veut éviter l'écueil de la droite au soir des résultats. C'est un peu comme l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, mais en même temps, ils font partie du même corps. Et évidemment, l'important, c'est d'abord de venir voter dimanche pour choisir l'un des deux candidats, et puis ensuite de se réunir, de se rassembler autour d'un projet qui, évidemment, prendra en compte l'ensemble des sensibilités de la gauche démocratique, et qui, et je le dis là, sera en mesure de gagner cette élection présidentielle. Rien n'est écrit d'avance. Plus de 17 000 votants en Indre-et-Loire dimanche dernier, 1 700 000 en France. Le PS espère 2 millions de votants dimanche prochain. Histoire que le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire puisse s'appuyer sur une base d'1 million de convaincus. Nous vous en parlions ces derniers jours, la polémique qui entoure de nouveau le centre de déradicalisation de Pontourny après l'interpellation d'un de ses pensionnaires dans le cadre d'une opération antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, s'est à son tour exprimé sur le sujet, précisant qu'il n'était nullement question de fermeture et qu'il s'agissait d'abord de calmer les esprits. On l'écoute au micro de nos confrères de France Bleu. Ce ne sont pas des centres d'enfermement et c'est bien ce qui en fait la difficulté. Moi je suis pour la persévérance, il faut prendre ce problème de la déradicalisation avec beaucoup d'humilité, mais il ne faut pas baisser les bras. Quand on voit que des structures sont dures à mettre en œuvre, quand on voit qu'elles évoluent dans un environnement un peu difficile, et il y a par exemple en Indre-et-Loire aujourd'hui un certain nombre de tensions sur le personnel que nous avons dans ce centre, des tensions aussi dans la population, moi je veux les apaiser, je demande sur ce dossier de la sérénité et je vais essayer dans les prochains jours par la réunion des préfets, mais aussi très certainement en rencontrant tous ces acteurs, de dire dans ce dossier il faut de l'humilité et de la sérénité. Il n'est pas question de fermer Beaumont-en-Véron pour l'instant. Je n'en ferai pas la proposition, je ne suis pas pour baisser les bras et je veux que nous prenions les enseignements de ce qui s'est passé durant ces premiers mois pour apporter des corrections, évaluer et faire en sorte que ce centre puisse mieux fonctionner. Un avis également partagé par la députée socialiste d'Indre-et-Loire, Stéphanie Riocreux, qui a rappelé pour sa part que ce centre reste un maillon important de la politique de lutte contre la radicalisation et que bon nombre d'emplois sont aussi sur la table.
Vous l'avez déjà probablement tous emprunté au moins une fois en vous baladant à Tours, le pont de Fil. Véritable révolution technique à l'époque de sa construction, la passerelle suspendue qui relie Tours Centre au quartier Paul Bert subit depuis hier une petite inspection de routine pour vérifier sa solidité. L'ouvrage datant du 19e siècle souffle cette année ses 170 bougies. L'occasion pour nous de faire un petit retour en arrière sur son histoire. Reportage signé Florent Clavel. C'est peu dire que l'histoire du pont de Fil n'a pas été un long fleuve tranquille. La Seconde Guerre mondiale est passée par là. Son histoire débute en 1847. Sur les bords de Loire, l'ingénieur Marc Seguin a imaginé un pont tout en faisceaux de fil de fer. Une technique novatrice pour l'époque. L'utilisation de ces câbles suspendus permet d'avoir des tabliers justement de plus grande portée et de ne plus avoir d'arches en forme d'ogive, ou ce qui correspond au pont du XVIIIe siècle, le pont Wilson. La compagnie Seguin, également financeur, se rémunère grâce à un droit de passage. Le pont est un lieu déjà très fréquenté. Alors le pont se situe à l'emplacement exact du premier pont qui existait à Tours et qui avait été construit en l'an 1000. C'est dire qu'effectivement, au moment de la mise en œuvre du pont suspendu de Saint-Symphorien, il correspond déjà à un usage qui avait fonctionné depuis l'an 1000 jusque dans les années 1780. L'ouvrage permet de relier Blanqui et Saint-Symphorien, deux quartiers très peuplés de Tours. En 1925, la ville rachète le pont à la compagnie Seguin. Le droit de passage s'efface. Et puis vient la Seconde Guerre mondiale. Le pont de Fil est entièrement détruit, notamment en 1944, tout comme le pont Wilson. Le pont Wilson sera une première fois détruit partiellement en 1840 par les Français pour arrêter l'avance allemande. Et puis surtout, tous les ponts de Tours seront dynamités par les Allemands lorsqu'ils vont à la débâcle, lorsqu'ils vont quitter la ville de Tours dans la nuit du 31 août au 1er septembre, puisque le Tours sera libéré au matin du 1er septembre. Il faudra plus de 20 ans pour remettre le pont en service. Dernière péripétie en date, décembre 1990. Un camion de 38 tonnes s'aventure par erreur sur le pont. 3 années de travaux seront nécessaires pour lui rendre son aspect actuel. En bref, ce coup de filet des gendarmes d'Indre-et-Loire concernant un vol de fret. Depuis plusieurs mois, une enseigne de grande distribution constatait régulièrement la disparition de produits high-tech entre sa base en Ile-de-France et ses lieux de vente. Mercredi, la compagnie d'Amboise a interpellé en flagrant délit à Parcé-Mêlée un transporteur qui avait en sa possession des téléphones portables et une télévision, un butin de 20 000 €. Cet homme résidant dans le 91 profitait d'un échange de remorques pour se servir dans les palettes les plus coûteuses qu'il avait la charge de convoyer. Au total, la somme des biens dérobés pourrait avoisiner les 150 000 €. Après une garde à vue, le transporteur a écopé d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Tours. Vivre avec une maladie rare relève très souvent d'un véritable parcours du combattant pour bon nombre de familles. C'est le cas à Mons des parents de Walid, un petit garçon de 6 ans et demi, lourdement handicapé. Pour lui permettre de bénéficier de soins uniquement possibles à l'étranger, ils ont créé leur propre association. Grâce aux fonds récoltés, Walid suit une thérapie qui a fait ses preuves sur d'autres enfants. Ils espèrent ainsi que leur fils pourra peut-être un jour remarcher et vivre ainsi une vie normale. Portrait signé Sephora Namani. Et après ça, je suis tombée malade. Je ne veux plus aller à l'école. J'ai trop peur de ce qu'ils vont me faire la prochaine fois. Walid s'apprête à partir en Allemagne d'ici une quinzaine de jours pour expérimenter le biofeedback, une thérapie pour lui permettre de gagner en autonomie et tonus musculaire. Grand prématuré, cet enfant souffre d'infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance. Son cerveau et ses cellules motrices n'ont pas eu le temps de se développer complètement. Mais grâce à Marina qui l'accompagne depuis 4 ans, Walid peut aller à l'école normalement. J'accompagne Walid dans ses déplacements, que ce soit en récréation, dans la classe, pour aller sur le temps de cantine également. On a vraiment une très bonne relation de confiance. On se raconte vraiment tout et on rigole ensemble. De l'humour, il n'en manque pas. Tous le lui reconnaissent comme ses petits camarades. Il est gentil. Il est très gentil. Il est rigole beaucoup.
Parfaitement intégré dans sa classe, ce petit garçon de 6 ans et demi est en grande section de maternelle et s'apprête à rentrer au CP l'an prochain. Une scolarité aménagée avec des temps de soins et de rééducation. Walid est en progrès constant, particulièrement dans le domaine de la communication, du langage. Et puis, il a beaucoup progressé aussi dans le domaine de l'autonomie. Bon, bien sûr, c'est important pour Walid d'être intégré sur une classe ordinaire, mais je pense que c'est aussi bénéfique auprès des autres enfants qui prennent conscience du handicap et de la différence, qui l'acceptent, qui le partagent. Après l'école, direction la maison, ses parents le stimulent en permanence pour améliorer son autonomie. Walid passe 1 heure chaque soir dans son stabilisateur pour rester en position verticale. Puis avec son papa et au prix de nombreux efforts, Walid apprend à marcher avec son déambulateur. Des efforts payants, car depuis sa thérapie en Pologne en octobre dernier, Walid a fait beaucoup de progrès. Walid avant, il ne pouvait pas être assis au canapé, par exemple, comme ça. Donc il perdait toujours l'équilibre. Là, aujourd'hui, il peut rester longtemps avec le maintien de dos. Donc ça, il peut rester assis tranquillement. Il regarde des fois la télé. Il ne parlait pas comme les enfants de son âge. Il avait un décalage. Mais là, il essaye de construire des phrases, il s'exprime super bien. Il n'existe pas de centre de rééducation spécialisé pour les IMC en France. La famille doit partir à l'étranger pour chaque thérapie. Seulement, ces programmes sont très coûteux, alors les parents ont monté une association pour les aider à financer chacun de leurs voyages, dans l'espoir qu'un jour, leur fils puisse marcher tout seul. Il touche chaque année en France 3000 femmes, le cancer du col de l'utérus. Toute cette semaine en Europe, des actions ont été mises en place pour sensibiliser les femmes au dépistage. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, près de 4 femmes sur 10 ne se font pas dépister. Cela permettrait pourtant de diminuer de moitié le nombre de nouveaux cas. Depuis 2012, un nouveau test est expérimenté en Indre-et-Loire, l'autoprélèvement, une alternative qui s'est révélée efficace. Explication, Amanda Breuer-Rivera. 4 femmes sur 10 en âge de contracter un cancer du col de l'utérus ne se font pas dépister. Et ceci est peut-être un début de solution. L'autoprélèvement permet par un simple geste de révéler la présence du papillomavirus. Un virus assez courant mais qui dans 10% des cas peut causer des lésions précancéreuses. Ce test permet ainsi de détecter très en amont d'éventuels cancers et de pousser les femmes aux résultats positifs de réaliser un frottis. Donc c'est 2 tests différents mais qui finalement vont rechercher la même chose, vont rechercher des facteurs de risque de cancer du col de l'utérus. Dans les 2 cas, quand le test est anormal, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un cancer du col de l'utérus, bien heureusement, mais ça veut dire qu'il y a un petit risque et qu'il faut aller voir un peu plus loin. En 2012, ce dépistage alternatif a été testé en Indre-et-Loire et envoyé par voie postale à 6000 femmes non dépistées. Résultat, 22% d'entre elles ont franchi le pas, soit 2 fois plus qu'une simple lettre de relance pour aller faire un frottis, ce qui est très encourageant pour le personnel médical. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui touche à peu près 3000 femmes par an et qui entraîne 1000 décès. Donc ce n'est pas le cancer le plus meurtrier ou le plus fréquent, mais c'est un cancer pour lequel on a des moyens pour agir. On sait que quand on le prend en charge tôt, quand on le dépiste et on le détecte tôt, on est très très efficace et il peut y avoir une guérison quasiment à 100%. Selon les études, cet autoprélèvement pourrait augmenter de 5 à 10 points le taux de dépistage du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, son déploiement est en cours de discussion. Dans la balance, ses résultats encourageants, son coût et les modalités d'accessibilité. Les femmes qui se dépistent le moins sont souvent ménopausées, éloignées des centres urbains ou fragiles économiquement. En Indre-et-Loire, le sud du département est particulièrement touché. 1100 décès par an peuvent être évités. Ils viennent de signer leur 8e victoire, les basketteurs de l'ADA de Blois. Après un début de saison pourtant compliqué, les joueurs de Michael Hay sont en train de remonter la pente. Pour aborder le championnat cette année, le club avait dû composer avec un effectif incomplet, pénalisé par de nombreuses blessures. Mais l'arrivée de nouvelles recrues comme l'Américain Wilson a apporté du sang neuf à l'équipe. À mi-saison, les Blésois affichent un tout autre visage et comptent bien tirer leur épingle du jeu dans ces playoffs. Bastien Mathieu. Il s'en est passé des choses en 1 mois et demi du côté de l'ADA Blois Basket. Relégable à la mi-décembre avec 2 victoires pour 7 défaites, les joueurs de Michael Hay ont depuis nettement redressé la barre. Et pas qu'un peu. La tendance s'est totalement inversée avec 6 succès sur les 7 dernières rencontres. Un contraste saisissant qui les fait regrimper à la 8e place.
Pendant ces 3 premiers mois difficiles, les garçons ont continué à bosser, très sérieusement. En termes de cohésion, il y avait des choses qui se passaient, donc c'était intéressant. Mais sauf qu'on semait, mais on ne récoltait pas pour l'instant les victoires. Et puis depuis la mi-décembre, c'est beaucoup mieux sur le terrain. La qualité de jeu est vraiment montée de 2-3 crans, donc ce qui explique un petit peu notre bonne série actuelle. Il faut dire qu'en début de saison, le sort s'était acharné sur la DA, les blessures se sont accumulées et la malchance dans les matchs couperait aussi. Mais depuis, les joueurs sont revenus sur les parquets. Florent Tortosa, le capitaine en tête. Seul Maxime Ross reste indisponible jusqu'à la fin de saison. D'où le recrutement la semaine dernière en prêt d'Hassan Ndoye, un jeune formé à Chalon qui portera le maillot blésois jusqu'en mai. C'est un garçon qui est vraiment très intéressant et qui a des qualités athlétiques, défensives et de lecture de jeu vraiment d'excellent niveau. À lui après de s'approprier le niveau professionnel avec des responsabilités. Si cette première saison en Pro B est enfin lancée pour l'ADA, il va maintenant falloir garder le rythme. À mi-parcours dans ce championnat, l'objectif reste le maintien. Un maintien largement à leur portée. Le prochain match en revanche promet d'être compliqué. Les Blésois affrontent l'un des ogres du championnat, Bourg-en-Bresse, actuellement 2e et qui reste sur 8 victoires consécutives. L'ADA a une semaine pour se préparer. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Dans un instant, notre invité Claude Bourdin, candidat aux prochaines législatives sous l'étiquette du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, viendra nous parler de son programme. À tout de suite.